Merci de trouver une place confortable pour pouvoir débuter notre matinée de débat et d'échange sur l'avant-projet de la Constitution et cette réflexion sous l'égide de l'amicale F2SE de la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Monsieur le Président de l'amicale et les membres du Conseil de l'amicale, Monsieur le doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et les membres du Conseil, distingués membres de l'amicale F2SE, consoeurs et confrères, bienvenue à cette matinée de réflexion initiée par l'amicale F2SE de la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Avant même de débuter cette séance, nous devons, comme nous allons parler de la Constitution, nous devons, de toute façon, en tout état de cause, avant de commencer, d'entonner la dessalinienne. Je vous prie de vous mettre debout par respect pour le drapeau. Assoyez-vous. Merci, encore une fois, bienvenue. Le décor est planté, la dessalinienne est entonnée et nous allons rentrer d'emblée dans nos activités de la journée. Un menu très copieux avec des intervenants tirés sur le volet. Alors, il faut dire que l'avant-projet de la Constitution fait couler beaucoup d'encre. Il y a des gens qui pensent, peut-être avec raison, qu'il y a une question de forme qu'il faudrait envisager et des gens qui pensent au-delà de cette question de forme, il faut aller aussi au fond pour voir ce que cela est dit. Donc nous autres, au niveau de l'amicale, nous ne prenons pas de position. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous organisons cette assise que nous voulons dire que la question de forme ne nous intéresse pas, mais comme postulat, poser l'hypothèse, et si cela passe ? Et à ce moment-là, nous devons aller voir au fond. Et avant même d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter les différents panels que vous aurez l'occasion d'assister et de participer au débat, j'ai l'insigne honneur d'inviter au lutrin un confrère modèle distingué, membre fondateur de l'amicale F2SE, un grand ténor du barreau de Port-au-Prince, un grand membre de la communauté juridique qui répond au nom de Maître Jean-Baptiste Brown. Je vous prie de m'aider à accueillir au lutrin, s'il vous plaît. Merci, Maître Laurent. Le protocole ayant été déjà établi puisque Maître Laurent avait fait les présentations. Je vous remercie de votre présence ce matin à cette invitation de l'amicale dont j'ai l'insigne honneur d'être un membre du conseil de direction et spécialement celui à qui notre président et le Conseil avait confié la tâche d'organiser, de présider cette activité du jour.
Naturellement, je ne vais pas rouler la vedette à notre président qui aura à faire la mise en contexte de l'activité, mais nous tenons quand même à dire que cet exercice que nous allons faire aujourd'hui, ce ne sera pas dans un esprit de polémique. Il s'agissait simplement pour nous de revisiter l'avant-projet de constitution qui nous a été soumis par les experts chargés de sa préparation, de dégager des pistes pour que nous puissions avoir un document, une constitution vraiment digne de ce nom. Nous n'aurons peut-être pas la prétention d'avoir le monopole de la vérité, mais comme vous le savez, nous le répétons tout le temps, du choc des idées jaillit la lumière. Nous espérons sincèrement que le document final qui sortira de cette assise pourra sérieusement influencer l'avant-projet pour que tout le monde, tous les Haïtiens puissent s'y retrouver. Ceci étant dit, avant de passer la parole à notre président, nous remercions ceux qui nous ont permis d'être ici. Nous voulons citer AIC, Alternative Insurance Company, le cabinet Exhumé, Bureau Fisc de Joseph Payan, l'Association haïtienne de droit de l'environnement, le syndicat des notaires des juridictions d'Haïti, le cabinet Patrick Laurent, cabinet Eugène Pierre-Louis, cabinet Brown et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont permis d'être ici ce matin. Je dirais aussi qu'il n'est pas superfétatoire de vous souligner que cette assise correspond également à l'anniversaire de naissance de notre vice-présidente Suzy, à qui nous disons bonne fête. Happy birthday, Maître Legault. Sur ce, je renouvelle encore mes remerciements et j'invite notre président, Maître Jean-Joseph Exhumé, au micro pour ses propos de circonstance. Merci de votre attention. Mes chers amis, je ne vais pas parler longtemps, étant donné que déjà nous avons mangé une bonne partie de l'heure. On devrait commencer déjà depuis 8h30, disons depuis 9h. Alors, laissez-moi vous dire rapidement, le conseil de direction de l'amicale de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, d'abord, tient à remercier tous ceux et celles qui ont travaillé durement pour la tenue de cette journée de réflexion. Parce que depuis 3 semaines, il y a beaucoup d'interventions qui sont faites sur l'avant-projet de constitution rédigé par le comité de pilotage, etc. Nous ne nous retrouvons pas toujours dans cette démarche-là. Alors, si beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas nécessaire de prendre une quelconque position dans le débat, étant donné que nous estimons qu'il y a une illégitimité des autorités qui entendent mener le projet de nouvelle constitution. Mais d'autres croient également qu'il faut participer aux échanges dans le but d'apporter une contribution. Car la constitution, ce n'est pas quelque chose qui va être fait pour un groupe. Une fois que la constitution est adoptée, suivant le référendum, eh bien, à ce moment-là, ça va nous concerner nous tous. Donc, nous ne pouvons pas rester étrangers à cela. C'est notre opinion. Il y a des questions fondamentales pour notre avenir qui se posent.
Y a-t-il lieu d'adopter une nouvelle constitution maintenant? Faut-il modifier les dispositions de la Constitution de 1987 relatives à la nationalité d'origine, par exemple? Quel est le régime politique à retenir? Est-ce un régime présidentiel, un régime parlementaire ou semi-parlementaire? Comment établir des mécanismes pratiques, cohérents et applicables au niveau de la décentralisation? Comment faire respecter les droits fondamentaux du citoyen haïtien, droit de propriété, liberté individuelle, droit à une éducation de qualité, à la santé pour tous, etc. C'est la raison pour laquelle l'amicale, malgré sa jeunesse, nous n'avons pas encore une année d'existence, mais l'amicale n'a pas voulu rester étrangère au débat. Donc cette journée de réflexion a pour objectif de nous permettre d'identifier, de poser certains problèmes clés relevés dans l'avant-projet de constitution et de faire des propositions aux concepteurs pour ne pas leur laisser un boulevard et décider de notre avenir et de celui de nos enfants. Donc, messieurs les panélistes, donc je vous prie de commencer à nous entretenir de la Constitution, de l'avant-projet de Constitution. Merci. Ok, merci. Et le décor étant planté, les dignitaires ont déjà pris la parole. Maintenant, c'est place au débat. Souffrez que je vous présente les différents panels et les thèmes que nous aurons le privilège de débattre ce matin. Le premier panel va avoir 30 minutes et va traiter de l'organisation politique de l'État, répartition des pouvoirs, réalisme de l'équilibre des centres de décision et garantie démocratique. Pendant 30 minutes, nous allons avoir les intervenants suivants. Maître Darlene Blaise, membre du barreau de Port-au-Prince et membre du conseil d'administration de l'amicale FDSE et membre du cabinet Blaise, et l'honorable bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Patrick Pierre-Louis, qui se passe de présentation. De toute façon, on ne présente pas un grand homme, on l'annonce tout simplement. Le deuxième panel, tout ce qui va faire suite, tout de suite, c'est l'avant-projet de constitution et la recherche scientifique nécessaire au développement économique et social et à la modernisation de l'université. Les intervenants, Maître Henri Mage d'Orléans, l'instigateur de l'amicale F2SE, président de la FPEC et membre du barreau de Port-au-Prince, et qui sera accompagné de son ancien étudiant, mais pas des moindres, qui est maintenant doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, Maître Jean-Eugène Pierre-Louis. Donc, ce panel va nous présenter la recherche scientifique nécessaire au développement économique et social et la modernisation de l'université. Après la présentation des deux premiers panels, vous aurez droit à une séance de questions et de réponses de 60 minutes. Dans l'intervalle, Maître Geneviève Blaise va devoir intervenir. Le troisième panel, c'est la décentralisation et les limites opérationnelles, intégration de la diaspora, limites et retombées. Maître Nathalie Wakam-Cyprien, alors Stéphanie lui. Et le dernier panel de la journée, c'est le quatrième, intégration économique, croissance économique et la problématique de sa répartition. Intervenant M. Kessner Farrell et Geneviève Blaise qui va devoir intervenir un peu plus haut. Mesdames et messieurs, voici le menu de la journée. Je vais vous laisser avec les deux premiers panels qui sera modéré avec maestria parce que nous avons besoin d'une voix authentique pour mener et pour modérer les deux premiers panels. Il s'agit de Maître Marie-Alice Bélisaire. Marie-Alice Bélisaire, le lutrin est à vous. Et les panélistes, voilà, elle s'amène. Je vous demande de l'applaudir quand même, libérez vos mains.
Maître Patrick Laurent a annoncé le premier panel. Je vais quand même faire une présentation succincte de nos intervenants. Nous les connaissons, ils font partie de la famille, mais nous allons un petit peu approfondir qui ils sont. Maître Darlene Blaise est licenciée en sciences juridiques certifiée en droit médical. Elle est masterante actuellement en sciences sociales et sciences humaines, Global Leadership Finance and DUC sur la corruption et les crimes économiques et financiers. Pour l'instant, elle est directrice du cabinet Emmanuel Blaise, professeure à l'université et ancienne directrice de l'école du barreau de Port-au-Prince. Elle a aussi été ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, conseillère juridique à la coordination de la fonction publique, membre de la chaire Montferrier d'Orval et auteur de La loi à Palais, guide de gestion des bassins versants. Notre deuxième panéliste de ce matin, Maître Patrick Pierre-Louis, que tout le monde connaît, mais on va un petit peu rafraîchir les lisières. Maître Pierre-Louis est professeur de droit à l'Université d'État d'Haïti. Il a annoté plusieurs codes de droit haïtiens et écrit de nombreux articles, dont le dernier intitulé « Figure de la citoyenneté en Haïti, métempsychose ou métamorphose », récemment paru dans la revue Chemin critique. Rédacteur du document de politique générale de la Commission préparatoire à la réforme du droit et de la justice en 1988, il a participé à l'élaboration de plusieurs textes de loi et est à l'origine de la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en Haïti. Dans le domaine de la légistique, il a publié en 2008 un ouvrage intitulé « Diagnostic de la politique législative en Haïti ». On lui doit, dans la même veine, une traduction en langue française de l'ouvrage « Assessing Legislation », écrit par Anne Sedman. Il est aujourd'hui bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Notre première intervenante, Maître Darlene Blaise, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Maître Blaise. Monsieur le bâtonnier, distingué invité, c'est un plaisir pour moi de participer au débat sur l'avant-projet de la Constitution de la République d'Haïti. Ma présentation se veut un moyen de dialoguer ou bien d'attirer l'attention sur un article qui est inséré dans cet avant-projet. Alors, notre approche par rapport aux perspectives de la présentation concernera dans un premier temps la gestion scientifique des structures pour aborder l'utilisation du gouverneur dans l'avant-projet de Constitution de la République d'Haïti. Dans un second temps, il s'agira de présenter les enjeux que représente cet article qui parle du gouverneur. Alors, notre approche pour appuyer nos argumentaires, nous voulons rappeler certaines théories puisque nous n'avons pas à réinventer la roue, mais plutôt à plus ou moins suivre ce qui se fait en général. Alors, dans la gestion des structures, il y a plusieurs théories qui ont été développées dans ce cadre. Il y a la théorie des systèmes, la théorie de la contingence et la théorie institutionnelle. Selon certains auteurs, Bertrand Lafay et Kenneth Boulding, ils considèrent les organisations comme des systèmes ouverts en interaction avec leur environnement et dans la théorie des systèmes. Il y a une interdépendance des différentes parties de l'organisation, même sur la manière dont ils s'adaptent aux changements externes. La gestion de l'organisation selon la théorie de la contingence et les pratiques de gestion ne dépendent pas d'une méthode, mais doivent être adaptées en fonction des contingences environnementales et internes. De ce fait, l'environnement interne et externe est pris en compte et vu qu'ils influencent la structure et les processus organisationnels. Alors, dans la théorie institutionnelle, selon Meyer et Oran, ils ont exploré et ont relevé que les organisations adoptent des structures et des pratiques formelles pour gagner en légitimité et en stabilité plutôt que seulement pour l'efficacité. Et dans cette théorie, ils ont relevé que les institutions, les normes et les croyances influencent les structures et les comportements organisationnels. Alors, quel est l'enjeu de l'introduction du gouverneur?
Le rôle du gouverneur dépend du système politique du pays. Quel est notre système? Voici quelques fonctions du gouverneur. Dans un État fédéral comme les États-Unis ou le Canada, le gouverneur est le chef de l'exécutif d'un État ou d'une province. Il supervise l'administration locale, applique les lois et gère le budget. Dans une colonie ou un territoire, le gouverneur représentait l'autorité centrale et avait des pouvoirs étendus sur l'administration et la sécurité. Dans certaines institutions, le gouverneur dirige l'organisation et prend des décisions stratégiques. Est-ce que c'est là l'idée qu'on fait du gouverneur dans l'article 68-1 de l'avant-projet et de la Constitution? Dans un État fédéral, le gouverneur est le chef de l'exécutif d'un État fédéré. Son rôle varie selon le pays, mais voici les exemples responsables, des responsabilités. Il y a des responsabilités par rapport à l'application des lois, des responsabilités par rapport à la gestion des projets, par rapport à la sécurité et l'ordre public, et aussi par rapport à la nomination des responsables. Il nomme les juges, les chefs d'agences et d'autres fonctionnaires. Et aussi, il y a des relations, ils entretiennent des relations avec le gouvernement fédéral, où ils représentent son État auprès du gouvernement central et négocient des financements ou des politiques spécifiques. Alors, le fédéralisme se distingue des autres formes de gouvernement par la répartition du pouvoir entre le gouvernement central et des entités fédérées. En comparaison, on peut regarder le fédéralisme et l'étatique et l'État unitaire. Dans un État unitaire, le pouvoir est concentré au niveau national et les gouvernements locaux ont une autonomie limitée. Et dans le fédéralisme, en revanche, il permet aux États ou provinces de prendre des décisions indépendantes sur certaines questions, favorisant une gouvernance adaptée aux réalités locales. Nous prenons en exemple le cas de la Belgique, pour voir comment ça s'est passé pour aboutir à un État fédéral. La Belgique a accédé à l'indépendance en 1830 et en 1970, de 1970 à 1993, le pays a évolué vers une structure fédérale. Pour en arriver là, 5 réformes de l'État ont été nécessaires. 1970, 80, 1989, jusqu'à 2001. C'est pourquoi aujourd'hui, et pour la première fois, l'article 1er de la Constitution belge déclare que la Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. Par contre, il y a eu une 6e réforme de l'État élaborée en 2012 et 2014. La Belgique a connu plusieurs réformes institutionnelles qui ont progressivement transformé le pays en un État fédéral. Il y a la réforme de 1970 par rapport à la création des 3 communautés culturelles, la réforme de 1980 pour les transformations des communautés culturelles en communautés avec des communautés élargies. Et en 1988 à 1989, il y a eu la mise en place de la région Bruxelles-Capitale qui obtient son propre gouvernement et parlement. Et la 4e réforme, la Belgique devient officiellement un État fédéral en 1993 avec une répartition claire des compétences entre l'État fédéral et les régions et les communautés. En 2001, il y a eu le renforcement des compétences des régions et communautés, notamment en matière de fiscalité et de politique locale. Et plus tard, enfin, la 6e réforme, en 2011, de 2011 à 2014, il a été question du transfert de nouvelles compétences aux entités fédérées, notamment en matière de justice, emploi et sécurité. Alors, quelle est la situation pour nous en tant qu'État? Est-ce qu'on est un État fédéré pour introduire le gouverneur au niveau départemental? Est-ce qu'il s'agit du système politique que nous avons? Et en Haïti, on a une république présidentielle et unitaire. Le pays fonctionne sur un régime démocratique basé sur la Constitution amendée de 1987 et qui garantit l'indépendance des 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Actuellement, on traverse une période de transition politique dirigée par un conseil présidentiel de transition et qui vise à restaurer la stabilité et préparer des élections libres. Au point de vue régional, le gouvernement haïtien se distingue des autres gouvernements caribéens par plusieurs aspects. Avec l'instabilité politique, Haïti connaît des changements fréquents de gouvernement, ce qui entraîne une instabilité politique et économique.
en comparaison des pays comme la République dominicaine ou la Jamaïque, où on trouve des gouvernements plus stables. La transition gouvernementale actuellement en Haïti est dirigée par un conseil de transition, ce qui est unique dans la région. Alors, pour conclure, est-ce qu'on est en présence d'un État fédéral ou bien on veut nous faire devenir un État fédéral en catimini, parce qu'on n'a pas parlé de fédéral, mais dès qu'on parle de gouverneur, on doit, et ensuite, par rapport au pouvoir étendu qu'on donne aux gouverneurs, et on se demande de quoi il s'agit. Et de plus, dans les articles qui parlent de la mise en accusation des responsables étatiques ou des autorités, le nom du gouverneur ne figure pas, alors qu'il est éligible pour 5 ans et indéfiniment, et sans responsabilité, il paraît. Alors, notre conclusion serait que l'atteinte des objectifs est corollaire à l'articulation des structures, qui sont le cadre à partir duquel s'effectuent les activités. Des facteurs qui influencent son évolution sont son environnement en tant que variable indépendante, l'environnement interne et externe qui influence la structure, les processus organisationnels, les normes et les croyances. En tant qu'avocat, nous savons que même dans notre évolution au sein du système judiciaire, nous savons que la pratique du droit n'est pas la même dans tous les départements. On a un tribunal théorien seulement et dans l'Artibonite, on n'a pas et au CAI. Alors, à ce moment-là, c'est aux besoins qu'on crée les institutions, aux besoins qu'on crée les structures. De là à nommer un gouverneur dans les départements, est-ce que ces départements disposent de structures? Est-ce qu'on a analysé les besoins? Alors là, c'est pour pouvoir décider en ce sens. C'est là mes réflexions et j'attends les questions pour soulever les débats. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Maître Blaise. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des commentaires? On va garder-les, noter-les, et on va les prendre après. On va recevoir Maître Patrick Pierre-Louis, qui est le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Maître Pierre-Louis, le lutrin est à vous. Permettez-moi de déroger un peu au programme, parce qu'il me paraît qu'il est essentiel, avant même d'aborder la question de fond, de traiter de la question de forme. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. Comme tout juriste le sait, le premier regard du juriste, c'est de regarder la procédure d'élaboration et d'adoption d'un texte. Ensuite, parce que si on jette un voile d'ignorance sur la procédure et qu'on s'attache au fond, on prête donc à ce texte une légitimité qu'elle n'a pas nécessairement. Et par conséquent, je voudrais rapidement m'arrêter sur la question de la forme et on verra pourquoi par ailleurs. D'abord, il me semble que le processus tel qu'il est engagé, le processus constituant, est inconstitutionnel. Nous n'avons pas d'organe aujourd'hui pour vérifier la constitutionnalité d'un processus constituant. Le Conseil constitutionnel n'ayant pas été mis en place, il n'en demeure pas moins que nous sommes tous obligés, comme juristes, de nous poser ces questions qui sont des questions, je dirais, préalables. Alors, qu'est-ce qu'on doit considérer? Il y a un accord politique qui est intervenu le 3 avril 2024, et cet accord ne constitue pas un acte déconstituant. C'est ça le point de départ. Il eût été possible, par exemple, de dire, à travers cet accord politique, que la Constitution avait été suspendue, qu'elle était épuisée, qu'il y avait une crise telle, un effondrement constitutionnel, politique tel, qu'une discontinuité juridique était intervenue dans le champ normatif de l'État. Ceci n'a pas été le cas, puisque dans cet accord, les membres des partis politiques et de la société civile confondus se sont dit qu'ils n'allaient pas toucher à cette question. Ils ont préféré une appellation subtile, la question constitutionnelle. Preuve qu'ils n'ont pas voulu toucher à une question épineuse, à une difficulté épineuse. Ils n'ont pas voulu prendre sur eux, peut-être par manque de légitimité, qu'en sais-je, mais ils n'ont pas voulu prendre sur eux le faire
de poser un acte déconstituant. Et cet acte déconstituant aurait occasionné un vide juridique destiné à être comblé précisément par une intervention, par l'intervention d'un pouvoir spécifique qui est évidemment le pouvoir constituant. Alors, ce qui a été fait, c'est qu'on a prévu une conférence nationale. Mais une conférence nationale, comme vous le savez, ne peut pas se traduire par un acteur, un pouvoir constituant originaire. Oui. Au plus, constitue-t-il un lieu, un espace où la réflexion sur un projet politique, un projet de société puisse s'engager. Mais il faut dire que dans les textes mêmes qui créent le comité de pilotage, il y a des... Et d'ailleurs, dans les termes même de l'accord politique, il y a certaines hésitations qui sont source de confusion. Le texte nous parle de révision, c'est-à-dire que la conférence nationale devrait fournir des provisions pour envisager la révision de la Constitution, non pas l'amendement. C'est regrettable, l'usage de termes de révision, parce que ça peut prêter évidemment à confusion. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de propositions pour une révision de la Constitution, mais par quel chemin et par quel acteur? C'est cette sorte de béance, cette sorte d'indécision, cette sorte d'hésitation de l'acteur politique qui est à l'origine précisément d'une situation, je dirais, de malaise procédural. Et donc, pour aller vite, je m'excuse d'aller vite, il se trouve que je suis un ancien de la faculté de droit et de l'Université d'État d'Haïti et que je donne évidemment priorité à cette faculté puisque je devais intervenir à 10h pour l'Université Quisqueya sur le même sujet et donc j'ai choisi de me sacrifier en tout cas. Vous avez compris. Vous avez compris mon attachement à l'Université d'État d'Haïti. Et donc je ne pourrais pas rester très longtemps, mais je tenais à être présent pour marquer ma dette à la faculté de droit, et puis d'ailleurs pour marquer combien cette initiative est importante. Alors la première conclusion qui découle de tout ça, c'est que tant du point de vue politique que du point de vue strictement juridique, n'est pas intervenu un acte déconstituant, et que par conséquent, le comité de pilotage ne détient pas les compétences pour proposer un avant-projet de constitution, pas plus que le CPT ne détient le pouvoir de convoquer un référendum constituant à peine de violation de la Constitution, saisi comme crime de haute trahison et passible de la peine de travaux forcés à perpétuité. Vous voyez que la question est donc sérieuse. La question constitutionnelle devient éminemment sérieuse pour nous. Par ailleurs, à supposer qu'il y soit intervenu un vide, une discontinuité dans l'ordre juridique, il faut encore que la procédure engagée corresponde à ce que j'appellerais une sorte d'universalisme constitutionnel. Car aujourd'hui, dans la production de la norme constitutionnelle, il est évident qu'il y a des procédures qui sont universellement acceptées, c'est-à-dire faire émerger le pouvoir constituant originaire, qui va élaborer ce qu'on appelle la première constitution historique, non pas parce que c'est la première constitution de l'État, c'est la première constitution historique parce qu'elle fait rupture avec l'ordre existant. Alors, évidemment, cela s'est vu. Nous en avons fait l'expérience, par ailleurs, en 1987, qui a eu un effondrement, et donc on a fait émerger un pouvoir constituant originaire. Et vous voyez que ça prend quand même un processus démocratique. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la Constitution est la loi mère, par conséquent, elle est la norme de production des normes. On ne peut pas commencer avec la norme de production des normes de manière irrégulière. Et c'est ça qui est le nœud. C'est pas que je ne veux pas me poser des questions sur le fond, mais ce sont des préalables dont il nous est difficile de faire l'économie. Alors, qu'est-ce qui se passe
dans ce contexte. Il se passe ceci, que le comité de pilotage, à travers le décret qui le crée, et ça, il faut prendre le temps de lire les considérants parce que cela nous donne toute une philosophie de la fabrication, de la confection, de la norme supérieure. Dans les considérants 8 et 9 du décret qui crée le comité de pilotage, un diagnostic des problèmes de la Constitution, du fait de sa non-application, est posé. La Constitution ne serait pas appliquée parce qu'il n'y aurait pas eu de loi d'application. Comprenez qu'à ce moment-là, nous sommes confrontés à une situation double. C'est-à-dire qu'on a un comité de pilotage qui s'érige comme pouvoir constituant originaire, puisqu'il dépose entre les mains de l'exécutif un texte, un avant-projet, excusez du peu, un avant-projet de constitution, et donc il émerge comme le pouvoir constituant. Il y a donc déjà une usurpation de la volonté constituante, mais d'autre part, le considérant dit que des décrets d'application de ce nouveau texte seront pris pour permettre précisément que l'architecture de la Constitution soit réalisée. Comprenez? Qui peut faire ça? Ceci ne peut se faire qu'à travers la volonté majoritaire qui est exprimée au Parlement. C'est le Parlement qui prend des lois. Et donc, il y aurait une double usurpation, d'abord de la volonté, si on allait dans ce sens évidemment, de la volonté constituante, de la volonté générale, et d'autre part, usurpation de la volonté majoritaire. Voilà ce qui serait inédit. Vous avez parlé d'un conseil présidentiel inédit dans l'histoire peut-être constitutionnelle universelle. Voilà ce qui serait inédit. Un double accaparement de la volonté générale et de la volonté majoritaire. Ben ça, vraiment, il faut pouvoir le faire. Donc, vous voyez que ça pose des problèmes. Alors, ça fait curieusement, le fait que nous posions ces questions, que nous nous réunissions autour de la Constitution et qu'il y a cette sorte de résistance qui est exprimée, paradoxalement, cela montre qu'en dépit de la non-application de la Constitution de 1987 dans son intégralité, il y a quelque chose qui reste. Il reste l'esprit constituant. C'est-à-dire que on dit que c'est un mort, la Constitution. Certains ont dit ça depuis quelque temps, mais il se trouve que le mort s'agite toujours, le mort bouge encore. Et c'est l'esprit du mort qui bouge. C'est-à-dire que ce qui reste, c'est que la Constitution de 1927 nous oblige à une procédure difficile, qui est peut-être regrettable. Mais l'effet de cette procédure, c'est de dire que nous devons nous interroger en profondeur lorsque nous changeons la norme constitutionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est cette norme qui alloue les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Évidemment, au cas où il y aurait un vide déclaré par un acte déconstituant, il faudrait évidemment mettre en place une assemblée constituante. C'est la moindre des choses. Cette assemblée constituante, peut-être, prendrait assise sur des éléments qui sortiraient d'une conférence nationale. Je comprends que la conférence nationale peut paraître comme une sorte de quelque chose de très idéal, je dirais, difficile à réaliser. Il n'en demeure pas moins qu'un ensemble de discussions puisse être faites par différents secteurs qui sont intéressés, évidemment, par la question constitutionnelle. Et donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce processus si jamais il y avait cet acte déconstituant. Ensuite, il faudrait évidemment qu'on puisse mettre en place un référendum pour adopter cette Constitution. Mais le problème, c'est que la situation ne semble pas se prêter à une telle démarche, parce qu'on veut faire émerger la volonté générale. Supposons qu'on adopte cette Constitution avec 20% de la population. Ça poserait quand même un problème. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser l'idée que dans ces circonstances, il faudrait un quorum particulier pour qu'une Constitution puisse avoir une légitimité démocratique? Donc, à la fois une assemblée constituante, un référendum constituant et la fixation, dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, d'un quorum constitutionnel. Alors, que faire? À mon sens, il faut sortir de l'impératif du changement immédiat.
C'est-à-dire, on veut à tout prix, tout de suite, se débarrasser d'une constitution qui, paraît-il, est trop gênante. Je rappelle que nous en avons produit 22, que le laboratoire marche à merveille, mais que les produits du laboratoire ne sont pas nécessairement manifestes. Et par conséquent, on peut légitimement se poser la question de savoir est-ce que la question est celle-là. Ou du moins, si la question est importante, il faut qu'on arrive à la poser de manière sereine et dans les temps qu'il faut. Alors, je pense qu'il faut engager ce que j'appellerais une véritable politique constitutionnelle. Est-ce que, nous sommes dans les circonstances exceptionnelles qui méritent une telle refonte de la norme fondamentale? Est-ce qu'il existe une crise de régime politique? Est-ce que le pacte social est rompu? Ce sont des questions qui doivent intégrer une politique publique de réforme constitutionnelle. La question du régime politique, pour arriver tardivement à mon sujet, la question du régime politique. On en parle depuis 2009, il y a la commission présidentielle, etc. Je vais vous donner mon sentiment sur cette question-là. On veut changer de régime. On pense qu'en changeant de régime, on va apporter une solution à je ne sais quel problème. Mais comprenez bien, les parlementaires, les fonctionnaires ne seront pas différents demain après l'adoption d'une constitution. On est d'accord. Ils ne seront pas différents d'ailleurs, probablement, dans 100 ans. Et donc, lorsqu'on change de régime, on ne résout pas nécessairement le problème, on change de problème. Exemple, on dit que la cohabitation est occasionnée par le fait qu'on a cette hiérarchie, on a un président, un chef d'État et un Premier ministre. Et que donc, ceci va occasionner une sorte de tension entre ces pouvoirs. Mais attention, si on va vers un régime présidentiel, la hiérarchie ne disparaît pas, la cohabitation ne disparaît pas. Exemple simple, les États-Unis. Si le président n'a pas la majorité au niveau du Congrès, il va de soi qu'il peut avoir un blocage de l'administration publique, ce qu'ils appellent le shutdown de l'administration, et ceci va occasionner quand même des problèmes. Imaginons en Haïti, où la négociation est difficile, où le lobbying n'existe pas comme aux États-Unis. Imaginons que face à des blocages de ce genre, ce qui se passera. Chacun campera raide sur ses positions, eh bien, on risque de rester longtemps comme ça. Et donc, ce qu'on craint, ce qu'on redoute, les négociations qui sont source de prébendes de la part des uns et des autres, ces négociations vont ressurgir. Ce que je veux dire par là, il faut être conscient, quand on change de régime, qu'on n'élimine pas le problème, mais qu'on change la manière dont le problème va se poser. Et donc, il faut anticiper. Et donc, il faut chercher d'autres solutions. Pas seulement le changement de régime, qui ne va pas nécessairement apporter les remèdes. Voir qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter précisément le rapport à la chose publique, le rapport des élus à la chose publique, dans quelques régimes on se trouve. Maintenant, revenons à la question des régimes. Je ne veux pas le qualifier. Bon, je préfère dire que c'est un régime parlementaire. Je n'aime pas d'ailleurs l'appellation des régimes. Je préfère parler de système politique, parce qu'un régime politique peut donner naissance à plusieurs systèmes politiques. Si vous prenez le régime que nous avons actuellement, régime parlementaire, parce que le président, on peut renvoyer, la Chambre peut renvoyer le gouvernement, eh bien, ce régime peut fonctionner comme un système présidentialiste. C'est simple. Il suffit que le président ait une majorité très confortable au niveau du Parlement. Il est le chef du parti qui a remporté les élections. Il sera le véritable maître d'œuvre et on tombera dans un système présidentialiste. Maintenant, sur la question du régime politique, je dois penser à Maître Dorval, dont je dis toujours qu'il a été mon fraternel adversaire. On n'était pas d'accord, surtout, mais ne pas être d'accord, ce dissensus est quelque chose qui fait prospérer la pensée. Sur cette question de régime politique, il convenait, au dernier moment, ce qu'il défendait, c'est un régime présidentialiste, pas un régime présidentiel, un régime où les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président. Mais vous voyez,
Si on soutient ça, en même temps, le problème de la séparation des pouvoirs est posé, la concentration des pouvoirs, et le problème de l'état de droit, évidemment, prend des coups. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pourquoi je préfère voir les systèmes politiques. Comment on confectionne les majorités politiques? Et donc, ça renvoie à la question des partis politiques. Lorsque la vie politique n'est pas structurée autour de grands partis qui portent un projet politique autour desquels les citoyens peuvent manifester des options, eh bien, la politique va se réduire précisément à des chicaneries, à des batailles, etc., comme on voit. Et donc, le problème n'est pas seulement dans le régime qu'on choisit. Le problème, c'est dans le tissu qui sert de base au fonctionnement du régime. Et donc, la nécessité de développer un autre rapport à la politique, de créer des partis, de concourir à la création de partis politiques véritables qui sont porteurs de grands projets autour desquels une société peut se positionner. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. On aura beau changer de constitution, vous voyez, cette donnée, elle est incompressible et on va buter à nouveau probablement sur les mêmes problèmes. Sur la décentralisation, puisque c'est lié à la question des pouvoirs, quelle décentralisation? C'est fondamental. Qu'est-ce qu'on décentralise finalement? Qu'est-ce qu'on a centralisé suffisamment pour que l'on décentralise? Pensez-vous que le CAP, avec ses recettes, quoi, 50 000 $, non, est capable de soutenir un développement sans... non, écoutez, il faut qu'on pose à la fois de manière très sérieuse ce problème. Alors, ils n'ont pas prévu dans l'avant-projet, je n'aime pas en parler, ils n'ont pas prévu un système fédéral. Parce que tout simplement, on n'a pas de séparation, on n'a pas des États qui auraient leur constitution, etc. etc. C'est vrai que l'appellation gouverneur, elle est quand même, comment dire, un petit peu, peut prêter à équivoque, peut paraître pernicieuse, etc. Bon, on peut le comprendre. Et donc, là, vous voyez, il y a des choses bizarres dans ce projet et qui peuvent faire peur, effectivement. Parce que si on le fait comme ça, on va peut-être vers une balkanisation de l'État à moyen terme. Parce que n'oubliez pas, les compétences seront déterminées aussi par la loi. Et donc, on ne sait pas où cela peut s'arrêter. Et donc, c'est quelque chose qui paraît extrêmement curieux et sur laquelle on devrait réfléchir davantage. Et puis, bon, je pense que la question du bien commun, la question des limites qu'il faut poser à l'exercice des pouvoirs, quel que soit le régime politique, le régime constitutionnel qu'on adoptera, me paraît essentiel. Bon, mais je ne souhaite pas m'étendre sur ces questions de fond, car, voyez-vous, j'ai bien trop peur, en la circonstance, que la forme ne soit le fond qui remonte en surface. Je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup, Maître Pierre-Louis, pour cette belle présentation. Je vous demanderai si je puis m'éclipser pour pouvoir faire une présentation à l'université Quisqueya sur le même sujet. Mais je reviendrai. Dans la journée? Dans la journée. Parfait. Merci beaucoup, bâtonnier. On va continuer avec les deux autres panélistes qui se passent de présentation. D'abord, mon ami, Maître Jean-Eugène Pierre-Louis. Le dissensus a commencé entre lui et moi depuis ce matin, mais on s'entend très bien. Maître Pierre-Louis est le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques. Et le deuxième intervenant, c'est Maître Henri Marge d'Orléans, mon ancien professeur, qui est devenu depuis peu mon ennemi public numéro 1, mais c'est toujours l'amour pareil. Ces deux messieurs se passent de présentation, donc je les invite tout de suite, doyen, s'il te plaît. Je les invite au lutrin. Merci. Bonne présentation. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Je ne peux pas m'empêcher de vous remercier, je ne vais pas, le temps est très court, le président de l'amicale, de la FDSE, et aussi mon professeur, Henri Marge d'Orléans, mon conseiller aussi, spécial, au décanat de la FDSE, bien sûr. Il y a toujours la main invisible qui est là.
mais aussi de remercier l'assistance et dans des circonstances très difficiles, accepte volontiers de se prêter à cet exercice. Alors, ceci étant dit, je dois vous dire ce matin, ma position est un petit peu embarrassante et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Je suis à la fois le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, membre de l'amicale, membre fondateur bien sûr, de la FDSE, mais aussi membre du conseil de l'université qui représente la voie juridique au sein du conseil. Et le conseil de l'université est en train de travailler aujourd'hui. Alors, l'UEH, à travers le conseil de l'université, est en train de travailler aussi, en train de faire le même exercice que nous pour adopter une position. Tandis que, paradoxalement, j'ai participé à 2 niveaux dans les travaux devant conduire à cet avant-projet. Je ne parle pas d'accord, je ne parle pas de mon adhésion, mais j'ai participé à plusieurs niveaux. J'ai participé à quel titre? Je dois le préciser. Et à un moment donné, le président du comité de pilotage, on veut dire, de la conférence nationale, avait écrit au recteur d'alors, M. Frick Deshommes, de l'UEH, pour demander de déléguer au sein des travaux le doyen de la faculté de droit, mais ne serait-ce qu'à un titre ou à un autre, à titre d'expert et à titre de représentation, de représentant de l'UEH au sein des travaux. Mais vous rappelez-vous bien, il y avait 2 niveaux, 2 étapes. Dans un premier temps, il y avait le groupe de travail piloté par l'ex-député de Pétionville, M. Jerry Tardieu, qui avait travaillé à un moment donné dans le cadre d'une commission de révision constitutionnelle. Et ensuite, il y avait un autre groupe de travail. Alors, le groupe Tardieu avait remis ses travaux en janvier, au début de janvier, et ensuite, le relais a été pris par les membres de la conférence, du comité de pilotage lui-même, et qui a signé, dont les membres ont signé l'avant-projet qui nous est soumis. Ceci dit, alors, en dernier lieu, il y a le citoyen. À ce titre, j'ai ma position, mon éclairage sur ce qui se fait dans mon pays. Mais je ne vais pas donner mon point de vue personnel maintenant. Je vais agir en ma qualité de doyen de la faculté. Je vais parler en ma qualité de doyen de la faculté de droit et des sciences économiques et aussi en ma qualité de membre fondateur, de membre à part entière, je dois dire, de l'amicale de la FDSE. À ce titre, je pense que le bâtonnier, bon, il a eu le temps de partir, le bâtonnier Pierre-Louis m'a largement soulagé la tâche, car il a souligné la majorité des points que j'allais développer en quelque sorte. Mais tout de suite, je vais vous dire le petit plan que j'avais bâti sous forme interrogatoire pour scier, pour asseoir ma position. En premier lieu, je voudrais regarder avec vous la nécessité et l'opportunité de cette révision en question. En deuxième lieu, regardez aussi la procédure de la révision adoptée par le comité de pilotage de la conférence nationale qui s'est évertué en pouvoir constituant. En troisième lieu, regardez aussi avec vous la nature de ce pouvoir constituant. En est-elle vraiment un? Ensuite, voir avec vous aussi la question du pouvoir constituant de manière générale, de manière universelle. Car le bâtonnier qui vient d'intervenir avant moi, Pierre-Louis, a précisé que aujourd'hui, à travers le monde, il y a un standard minimal en matière d'état des droits démocratiques lorsqu'on veut véritablement élaborer une constitution. Ce modèle a été proposé par les Nations Unies et repris par l'OCDE.
Donc il y a un modèle, un standard minimal en ce qui a trait au principe de séparation du pouvoir, en ce qui a trait aux droits fondamentaux, en ce qui a trait à l'égalité homme-femme, en ce qui a trait aux enjeux de l'environnement, du réchauffement climatique, en ce qui a trait aux droits des majorités en général. Donc, et surtout l'alternance démocratique dans un état de droit, les élections démocratiques, etc. Et puis, il y a la question de pouvoir constituant originaire, le bâtonnier en a parlé, et le pouvoir constituant dérivé. Après, vous avez la question de la légitimité du pouvoir constituant. Tout pouvoir constituant, quel que soit son objectif, vouloir réviser la Constitution, décider d'amender la Constitution, décider d'élaborer une nouvelle Constitution, en tout état de cause, il s'agit en l'espèce du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant n'a qu'un ressort, un seul, la légitimité. Et cette légitimité a un propriétaire, a un maître, il s'appelle le souverain. Et le souverain, c'est le peuple à travers ses représentants légitimes. Ce sont là des questions prioritaires, des questions fondamentales dont on ne peut pas faire l'économie. Donc, il faut se poser cette dernière question à ce stade. Quelle est donc la nature de la démarche entreprise par ce pouvoir constituant, entre guillemets, à savoir le comité de pilotage de la conférence nationale? Voilà en gros le siège de mon intervention que je vais essayer de synthétiser car je vous l'avais dit tantôt, le bâtonnier avait fait le gros du travail avant son départ. Mais la question que j'avais posée textuellement comme le bâtonnier l'avait reprise, c'est la question que faire? Alors, pour faire bref, la première question, à savoir la nécessité et l'opportunité de modifier, à ce stade, je n'ai pas dit de réviser, ni d'amender, ni d'une nouvelle constitution, je dis de modifier la Constitution. Il y a un constat qui a été déjà fait. On n'a pas inventé la roue à ce niveau. En 2011, il y a eu un amendement. Un amendement qui est en vigueur, bien sûr, avec ses forces et ses faiblesses. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Constitution de 87 amendée. Mais je souligne tout de suite, par ailleurs, à votre attention, que ce que nous avons adopté, c'est vraiment à défaut. On ne parle pas en droit constitutionnel de Constitution amendée, on parle d'amendement de la Constitution. Regardez par exemple aux États-Unis, on vous parle de 27 amendements. Les 10 premiers amendements, 14e jusqu'à 27e amendement. Mais on ne vous dit jamais Constitution amendée 2. C'est les amendements. Dès que la Constitution reste debout, qui est le socle, on fait des amendements au besoin sur des sujets prioritaires de la nation, mais on ne dit pas Constitution amendée. Bon, bien entendu, la Constitution doit être prise dans sa lettre, donc on se plaît à répéter, mais vraiment, mais c'est pas Constitution 87 amendée. Je souligne au passage. Le constat, c'est que la Constitution de 87 a déjà 38 ans de vie, à peu près. Pour adopter cette Constitution, avant d'y arriver là, mais 38 ans de vie pour la nation, c'est peu, mais il y a beaucoup de choses s'est passé, il y a beaucoup d'événements, la société a évolué, beaucoup d'événements ont marqué la vie nationale. Que ce soit au niveau des présidents de la République, que ce soit au niveau des présidents assassinés, présidents partis avant fin de leur mandat, coup d'État, chute, etc. Nous avons connu beaucoup d'épreuves. Parlement, coupion, si on peut parler ainsi. Et bon, est-ce que c'est un terme désagréable? Je l'enlève tout de suite. Mais on a connu beaucoup de problèmes. Et qui disait, la Constitution n'a jamais été mise en pratique véritablement. Que ce soit la Constitution originaire, à savoir la Constitution de 87, que ce soit l'amendement, en tout cas, la Constitution n'a jamais été appliquée dans son intégralité. Il nous faudrait aussi, à ce propos, nous poser cette question.
Est-ce que véritablement c'est un problème d'une nouvelle constitution qu'il nous faut? Ou bien c'est notre problème, notre relation avec le droit, avec la règle du droit, avec la loi? Parce qu'à bien regarder, et même certains étrangers le reconnaissent, nous avons une constitution presque idéale à travers la constitution de 87. Bon, c'est vrai, on a dit qu'on avait fait la réception du droit constitutionnel de l'étranger, mais à regarder, au regard des droits fondamentaux, au regard de la séparation des pouvoirs, au regard de la décentralisation, il y a beaucoup de choses utiles que si elles ont été appliquées, on aurait peut-être un autre pays. Mais jamais personne ne permettait de faire le constat aujourd'hui quel a été l'effort consenti pour appliquer véritablement la Constitution de 87 et même la Constitution amendée. Alors, on veut mettre tous les malheurs du pays sur les faiblesses de la Constitution, comme si c'est la Constitution qui allait elle-même se mettre en application. Mais si on n'a pas cette volonté, on ne développe pas cette culture du respect de la règle de droit, du respect de la Constitution, faire là une meilleure Constitution du monde avec parfum, décoration, cosmétique qu'il faut, est-ce que ça nous aiderait vraiment, nous aiderait à changer notre pays? Donc pour moi, il y a un problème d'ordre anthropologique à résoudre. Ontologique, même l'être haïtien, notre rapport avec la loi, notre rapport avec le droit, notre vision pour notre société, un problème d'ordre patriotique aussi, de civisme aussi, l'amour de la patrie, l'amour de l'autre, la question de l'intérêt général. Donc ce sont des questions, et les avocats diraient préjudicielles, qu'il vaudrait poser avant toute chose pour dire oui, il nous faut une nouvelle constitution. Je ne vais pas développer ça pour ne pas être trop long. Après 38 ans, il y a beaucoup de choses. Moi, j'estime qu'il y a un travail de toilettage à faire dans la Constitution de 87. Peut-être sous bien des aspects que nous n'allons pas noter. Parce que si vous regardez, j'ai avec moi le plan de cadrage. Un plan de cadrage qui a été proposé par le groupe d'Héritage Dieu, qui reprend les grandes lignes, en tout cas de manière synthétique, du travail qui a été effectué sur la Constitution sous le gouvernement de René Préval, qui a conduit à l'amendement de 2011, premièrement. Deuxièmement, il y a le travail réalisé par le groupe dirigé par Héritage Dieu, député de son État à la Chambre des députés d'alors. Et il a fait toute une navette avec ce travail à plusieurs niveaux à travers le pays. Et en dernier lieu, nous avons eu le travail de la commission présidée par le regretté mémoire, professeur, président et maître Boniface Alexandre. Et d'ailleurs, je salue et ma camarade de promotion dans la salle, Marjorie Alexandre. Donc, on ne peut pas de rien. Il y a un socle, il y a une base. Et tout cela, ce sont des documents étatiques faits par l'État qui devraient servir de base à cette évolution. Donc, on peut admettre sous réserve des débats qu'il y a une nécessité vraiment de faire un travail, d'intervenir dans la Constitution 87 avec l'esprit que les hommes d'État, les acteurs, ont la volonté d'appliquer la Constitution. Mais, quelle procédure adopter? Comment procéder pour le faire? Puisque la Constitution 47 elle-même définit les conditions pour l'amender. La Constitution précise que c'est le Parlement en place qui doit faire l'étude, faire l'état des lieux des points à amender. Et c'est l'autre Parlement qui doit voter. Et le président, le gouvernement sur lequel le vote a eu lieu, ne peut pas bénéficier de ces amendements. Donc, nous sommes en présence de ce qu'on appelle un verrou constitutionnel, mais dans le langage intellectuel constitutionnel spécialisé, on parle de constitution rigide, comme c'est le cas aux États-Unis. Il y a des constitutions souples, où on peut intervenir à tout moment par un simple vote parlementaire, cela se fait en France, pour modifier la Constitution. Mais notre Constitution est une Constitution rigide, c'est-à-dire comme les États-Unis, on ne peut pas intervenir là-dessus comme on veut. Je souligne tout de suite à votre attention, à cet égard, que le Constitution de 87 a pris la précaution, c'est un bouclier constitutionnel. Vu notre culture de violer la loi, de violer la Constitution, et chaque chef d'État a toujours cette prétention de se donner une Constitution à sa mesure pour régler ses affaires et les affaires de son clan. C'est notre culture. C'est d'ordre anthropologique chez nous, culturel, civilisateur.
des civilisations. Donc, le Constitution de 87 a pris cette précaution. C'est une civilisation chez nous de violer une Constitution. Depuis, c'est originel avec Christophe et Pétion. On connaît l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, la question c'est comment procéder, puisque la Constitution est verrouillée. Or, aujourd'hui, le constat est fait, on n'a aucun élu au niveau des affaires politiques de la République. Moi-même, je suis un élu, de manière légitime, de toute façon, à l'université. Mais dans les affaires politiques, il n'y a aucun élu. De la section communale au centre principal du pouvoir, qui est le palais national, aucun élu. Pas des parlementaires élus, pas des présidents élus, rien du tout. Rien. Donc, on est face par devant un vide étatique, un vide d'institution constitutionnelle. Donc, il faut qu'il y ait une autorité, une instance compétente pour faire ce constat du vide, de ce vide, et chercher comment combler le vide pour faire revivre la nation. Donc, en ce moment-là, on peut dire qu'il y a lieu d'envisager une révision constitutionnelle face à ce constat de l'effondrement de l'État et de ses institutions. Or, la nation ne doit pas mourir. Donc, en ce moment-là, il y a lieu de dire oui, il faut faire revivre la nation. Donc, on va vers, cette fois-ci, la conférence nationale. On peut considérer ça comme un vade-mecum, la conférence nationale, pour justement résoudre ce problème de vide étatique, constitutionnel, institutionnel. Mais la procédure qui a été adoptée pour le faire est dénaturée. On a trouvé un accord de 4 avril, etc. On a mis un président pluriel collectif, une présidence collective plurielle. Très bien, on va vers une recherche. Il y a un décret 17 juillet 2025 qui crée la conférence nationale. Non, alors, conférence nationale, mais ayant à sa tête un comité de pilotage. Avec des missions. 1, réaliser la conférence nationale. 2, les travaux issus de la conférence nationale, les grands axes adoptés sur les grands besoins prioritaires de la nation vont servir de fondement pour la Constitution et en même temps élaborer un projet de société. C'est ce qui nous aurait dû nous amener vers la Constitution. Et en ce moment-là, on pourrait regarder la procédure qui a été adoptée en 1987 en termes de source d'inspiration. Il faut souligner bien entendu qu'on n'est pas dans le même contexte. En tout cas, permettez-moi de vous rappeler rapidement ce qui a été fait en 1987, qui devait conduire à l'adoption de la Constitution de 1987. 1. Rappelez-vous que c'était à la suite du départ de Jean-Claude Duvalier, c'est un conseil gouvernemental, un conseil militaire dirigé par le général Nafi qui a pris les rênes de l'État. Ce conseil militaire, mais paradoxalement, avait choisi des experts pour rédiger un avant-projet. Il y a la fille de Georges Michel, docteur Georges Michel, qui va intervenir dans l'autre panel, qui était membre, docteur Louis Roy et consort, on connaît. Ils étaient environ une vingtaine, qui avaient soumis un travail d'expert au gouvernement d'alors, CNG. CNG ne s'est pas contenté de ce travail d'expert. Comme militaire, pouvoir militaire, conseil militaire, il pouvait imposer ce travail d'expert, dire voici une nouvelle constitution. Il ne l'a pas fait. Ils ont organisé des élections à travers la République, à travers en tout cas 41 communes, pour élire 41 constituants. Et ces 41 constituants ont été renforcés par les 9 experts qui ont travaillé préalablement sur l'avant-projet. Et vous vous rappelez très bien, pour ceux qui sont moins jeunes, que les débats se faisaient au Parlement de manière publique et les constituants ont voté article par article après le bloc qui nous a donné le 10 mars 1987 la Constitution en vigueur. Le gouvernement militaire ne s'est pas contenté de ce vote de l'adoption par l'Assemblée nationale, l'Assemblée constituante qui était légitimement créée. Le conseil du gouvernement va vers le référendum populaire qui a été massivement réalisé à travers le pays. Tous les gens s'habillaient en blanc. En tout cas, à l'époque, c'était pour la première fois que j'ai eu la chance de voter. J'étais un jeune majeur, un jeune adulte. J'ai voté carrément avec mon petit pantalon blanc. Donc, bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, aujourd'hui, on ne peut pas dire
qu'on peut emprunter le même chemin, le même itinéraire, on n'est pas dans les mêmes contextes. Mais en tout état de cause, il y a une impérieuse nécessité de trouver, s'il faut amender, s'il faut en tout cas modifier la Constitution, retrouver, constituer, en tout cas trouver, le pouvoir constituant ayant ce minimum de légitimité, nanti de cette légitimité, qui doit nécessairement provenir de la nation, du peuple, pour asseoir pour réaliser ce travail. Sinon, on va, je ne vais pas être possible, j'espère que j'aurai tort, on va vers le pire. En ce sens que, on dit qu'on adopte une constitution, on va au vote, référendum, et puis on bute sur un échec, le peuple rejette, à ce moment-là, on n'aura rien. On n'aura rien, et à ce moment-là, le remède, le médicament sera pire que la maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup, doyen. Les débats sont pluriels. Nous allons terminer ce panel avec le professeur d'Orléans. Nous allons avoir une petite modification de programme parce que la pause café est prête. Donc, tout de suite après l'intervention de Maître d'Orléans, on ira à la pause café et on poursuivra avec le programme du jour. Ça fait quelque temps que je n'ai pas pris la parole en public. Depuis ma retraite de la faculté de droit, vous comprenez bien. Et puis, vous voyez, je suis très embarrassé. C'est pourquoi je préfère m'asseoir pour que mon embarras ne soit pas trop visible. Je suis très embarrassé parce que, comme vous devez le savoir, je ne vous apprends rien. Les artisans de ce texte sont parmi mes meilleurs amis. Je ne nous apprends rien. On a des pratiques, on a eu des amitiés qui datent de 40 ans. Depuis l'étranger, on est rentré ici, on est resté très proches. Alors aujourd'hui, je suis embarrassé. C'est la première raison de mon embarras. Je n'aurais pas été embarrassé si j'étais d'accord avec le tout. Vous l'auriez bien compris. Ensuite, je suis encore embarrassé parce que je dirigeais moi-même un groupe de travail, pas le groupe de travail sur la Constitution dont vous avez la copie là, mais une autre Constitution que nous appelons Constitution de la refondation, projet document sur lequel on a travaillé en 2023, qui est d'ailleurs en anglais, j'allais dire en anglais, en français et en créole, et qui a été soumis à la population. Donc je suis embarrassé de critiquer un autre texte maintenant. L'autre embarras que j'ai, c'est de nous voir en train de faire exactement ça a besoin de nous faire. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes des juristes, majoritairement, en tout cas d'éducation juridique. Vous n'êtes pas vraiment d'éducation politique, sauf pour la plupart d'entre vous. Vous devez savoir ce qu'on appelle le marketing par la provocation. Buzz marketing. Marketing par la provocation, c'est un personnage politique qui veut qu'on parle de lui, en bien ou en mal, peu importe, pourvu qu'on parle de lui. Parce que tout le temps on va parler de lui, c'est tout le temps on va faire plus ampleur. Qu'on parle bien, qu'on parle mal. Et puis, tout le processus est vicié, vous l'auriez bien compris. Quand le processus est vicié dès le départ, je ne vais pas entrer dans les détails, dans les points qui ont été développés ici par Maître Patrick Pierre-Louis ou bien Maître Jean-Eugène Pierre-Louis.
Même après rentrer dans des bagailles qui sont plus politiques avec nous. Pas trop de bagailles qui sont juridiques. On va faire de procédures politiques dans ce là. Nous partis en petit, nous comprenons très bien. Je vais commencer avec nous dans une note de présentation que un bon ami d'ailleurs signé, qui est Walter Clercius, que je connais très bien. La note de présentation. Je lis le deuxième et troisième paragraphe pour vous. En effet, ce document est le fruit de plusieurs mois d'échanges, de consultations publiques et des assises dans les départements du pays ainsi qu'à l'étranger. À travers ce dialogue avec les secteurs organisés, le peuple haïtien a pu exprimer clairement ses aspirations. À cet égard, il est important de préciser que c'est l'avant-projet, loin d'être définitif, mais le peuple haïtien a exprimé clairement ses aspirations. Ce sont ces aspirations qui sont là, d'accord, on est d'accord. Mais à cet égard, il est important de préciser que cet avant-projet de constitution, loin d'être définitif, doit être approché comme une première ébauche soumise à l'appréciation de l'opinion publique. Tous les secteurs organisés de la vie nationale, tous les corps professionnels, les organisations et partis politiques, en vue de pouvoir arriver à un projet de constitution conforme à la volonté nationale. Et puis, la procédure qui est établie, tenez-vous bien, nous disons nous faire exactement ça, nous avons besoin de nous faire. Si on n'est pas assez attentif. Qui ça le dit là? Le jour 21 juin jusqu'au 21 juin, tout le monde, encore on parle nous la claire. Tout le monde qui a remarques, commentaires, suggestions sous texte là, voyez bah moi. Qui moi? Moi du comité de pilotage. Moi qui ai signé cet avant-projet. Qui pour nous connaît, qui moun qui voyait bagay ban moi et qui soit voyé dim? Personne, moi-même seul. Chaque moun a connaît soit voyé dim. Moi-même m'a connaît ça tout moun voyé dim et puis m'a sorti un texte avec toute liste non monio organisation y compris l'amicale de la faculté de droit dont je fais partie. La plan liste là tout, toute la faculté de droit, peut-être la chaire Montferré Orval, l'Université d'État d'Haïti, je tout a listé par ordre alphabétique 200, 300, 500 organisations, institutions qui réagissent au texte là. Je remercie nous. Au fond de remerciements, vous avez été très gentils. Vous avez été très gentils, on a reçu tout cela. Ça nous a permis d'adapter le texte, etc., etc. Mais, que c'est vous, bagaille, vous avez besoin de ces là. Nous manquons un processus politique, oui. Je vais expliquer, non. Donc, c'est pourquoi, comme l'a dit tout à l'heure le bâtonnier, je suis moi-même gêné d'entrer dans le fond de cette question. Parce que la forme est viciée. Le bâtonnier l'a rappelé tout à l'heure, je crois que c'est Victor Hugo qui l'a dit, que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et puis alors, le fond, le texte est un texte démagogique. C'est un texte démagogique. Et puis, s'il est appliqué, adopté, qui va vous donner une république d'Abolocho. C'est ça la chose. C'est un texte démagogique. Démagogique, je vais vous dire. Et puis, là, il faut faire très attention à ce que je vais vous dire. Vous connaissez, dans la mythologie grecque, il y avait Anté, A-N-T-E, accent aigu, E muet, de la mythologie grecque. Anté, c'était un géant, fils de Gaïa, la terre, et de Poséidon, le dieu de la mer. Et c'est un géant. Il ne va pas comprendre comment je fais puissant comme ça, parce que personne ne va pas battre lui. Il était comme invincible. Ou mettre elle tombe à terre,
Vous comprenez mourir et puis après ça le reprendre force encore. Et puis briser l'adversaire, il prend Zoyo, le fait Kaya avec eux, d'après la mythologie. C'est ça qu'on a fait là. Moi, je dis que ça a été fait pour hanter à la fin, d'accord? Si nous avons fait nous-mêmes. Et puis c'est comme ça, il y a besoin de nous parler là, parce que le texte là, par contre, si nous voyons ça, comme dit nous déjà, mon bon ami, il y a un plus bon ami dans le pays. Il doit le reconnaître. Moi, il me dit non, on ne peut pas faire ça. Parce que vous mettez dans le texte là, un article 291. Un article ne m'écoute pas là-dedans. Alors, un article, vous mettez un effet 291. Bon, je me dis là comme ça. Un effet 291. Pas dire qu'il y a article. Après, on va chercher l'article 291, oui. Ouais, nous. Article 291, c'est l'article de la Constitution de 87 qui te dit « m'écoute pas là-dedans ». Et puis, tout le monde, il n'y a pas de besoin qu'on ait, tout le monde a le voté parce que tout le monde compte m'écoute pas là-dedans. Qui ça dans la Constitution, même pas besoin qu'on ait, mais m'écoute pas là-dedans. Eh bien, qui ça vous mettez là-dedans comme astuce? Vous mettez, moi, fait 2 à 21 ans, ou qu'un député ou qu'un magistrat. Waouh! Ça veut dire tout le monde qui a 18 ans là, sorti pour aller voter. Constitution ça, parce que dans 3 ans, si vous avez 18 ans là, dans 3 ans, on va le voter. Et puis, il y a créé espace pour qu'un chef là. Il y a créé espace pour toutes les communes, les sections communales, les 570 sections communales du pays. Il y a élevé au rang de commune. Ça fait 570 places, mais en plus de 148 qui étaient gagnées déjà, et il y a plus même, sous addition ça, bon, presque 720 pour le moment, mais il y a plus parce que tout quartier habitation, plus qu'autant des magistrats qu'on y a, eh bien bon, on a besoin pour élever tout au rang de commune. Et puis qu'on y a qui ça passé, on a à peu près 800 magistrats dans le pays. Dans chaque mairie, on a à peu près 7 à 8 employés, plus assemblée municipale, là, on crée un job pour paquet de bonnes jeunes Simon qui ont perspective ça. C'est ça, article 291, effet 291 là. Son effet qu'on mettait là pour permettre monde à le voter, bagaille là. Les belles, sont belles couliers. Alors, ça va le dire, je ne suis pas d'accord. Mais pendant ce temps, nous-mêmes qui rédigeons la Constitution, et c'est là que c'est démagogique et c'est méchant et pervers. Nous-mêmes qui rédigeons la Constitution, nous ne sommes pas d'accord pour nous faire petites nous. Pour nous entendre, il parle dans la politique à 21 ans. Il parle magistrat. Nous ne sommes pas d'accord ça. Parce qu'à 21 ans, nous connaissons qui ça pour petites nous à le faire. Nous tous nous connaissons qui ça pour petit nous à le faire. Qui va pour lier à 21 ans? Alors qu'on a qui va pour lier, il n'y a pas aménagé qui va pour lier, puisque c'est de ça que nous demandons, de parler pour quand même rentrer dans le sujet, d'accord? Parce que pas aménager qui va pour lier, qui va pour lier. Si vous ne faites pour meubler l'esprit, si vous ne faites pour étudier dans l'université, si vous ne faites pour battre bête, si vous ne faites pour apprendre métier, ah non. Pas besoin d'apprendre métier, vous mettez la guerre dans la politique là. Et puis pour venir à Bolocho, une république d'Abolocho. C'est ça que le projet a préparé. Et comme me dit nous qui j'ai eu raison sous Ante, comme me dit nous qui ça a été fait avec Ante, et bien c'est Hercule, Héraclès, qui a remarqué la technique. Puisque Ante, c'est le fils de Gaïa, la terre. Léol bay Ante kou, yo comprendre ne mourir mais depuis tombe à terre a l'énergie encore.
Et puis redoubler d'ardeur pour le bataille. Alors, Hercule, qui ça le fait, il prend en thé, il soulève monsieur, il détache monsieur de la terre pour ne pas jouer d'énergie. Et pendant l'enlève avec elle, il tout fait. Il tout fait l'enlève parce qu'il n'y a pas moyen pour tout faire la terre. C'est comme ça que je vais conclure là, pour nous, en attendant que nous rentrions dans tout détail. En fait, quelle est la chose à faire? Parce que c'est une belle occasion. C'est une belle occasion de... Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas toucher à la Constitution 87. Que la Constitution 87 est en vigueur toujours. Non, je ne suis pas de ceux-là moi-même. Parce qu'on parle de 9 présidents dans tête ton pays, et puis pour dire que la Constitution 87, là, c'est les mêmes qu'en vigueur. Là. Bon, c'est discutable. Donc, pour moi, je me dis que c'est une belle occasion. C'est une belle occasion. C'est pourquoi nous avons nous-mêmes, dans le cadre de l'AFPEC, préparé ce document de travail. Parce qu'on pense que c'est une bonne occasion de doter le pays vraiment d'une autre constitution. Une constitution qui prend mon cerveau, au lieu qu'on ait un pouvoir un paquet de pouvoir dans 800 mairies, qu'on a pris université, remembrer l'université, la formation universitaire, remembrer la formation générale, pour qu'à préparer les gens qui pourraient prendre responsabilité dans la mairie. Parce que la chose, c'est que ils ont créé 800 mairies, et puis par contre, qui ont préparé pour aller dans la mairie, et pour qui contrôle comment Cour des comptes. Cour des comptes que nous connaissons, comment Cour des comptes va exercer un contrôle sur 800 mairies du pays. Mais ils sont dingues, vraiment. Et je suis désolé de vous le dire, mais si vous voulez faire commenter, eh bien bon, soulevez le géant comme Hercule l'a fait. Soulevez le géant, détachez-le de côté le jeune force là. Qui veut le jeune force? Le jeune force dans message là, vendre dans les temps jeunes qui au bras le magistrat, qui au bras le député. C'est ça la terre. C'est ça la terre. Maintenant, il faut savoir vous adresser à ces jeunes pour dire pas rentrer dans le bail. Ça, c'est pas vrai. La preuve, c'est que même si on a fait ça dans le cabinet, il n'y a pas de petit monde qui est 21 ans là-dedans. Il n'y a pas de petit monde qui est dans le cabinet qui est 21 ans, il n'y a pas de petit monde, si il n'y a pas de petit monde qui job comme ça, à l'âge ça, son petit monde qui fait stage. Donc il faut aller nous adresser à cette partie saine de la jeunesse pour nous éclairer, faire comprendre et puis détacher ce texte de sa source et puis tout faire comme Hercule.